Ok, donc vous aurez une petite fenêtre où vous devez accepter. Voilà. Euh, Cette réunion est enregistrée. Ok, Voilà. ok, c'est bon. Voilà. Alors c'est parti. Donc on s'est réunis aujourd'hui pour voir votre entreprise d'Ecomatériaux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit tour de table Hmm. pour savoir un petit peu ce que chacun éventuellement attend rapidement de la réunion. Voilà, on peut peut-être commencer. Je vais commencer parce que moi, donc Hector Giraud, salarié d'Enercoa. Donc moi, je fais partie du groupe Réduire, dans lequel on a l'intention aussi d'influencer pour qu'il y ait une consommation d'énergie qui soit vue à la baisse. Enercoa est souvent connu pour sa partie produire. Je travaille aussi sur ce sujet avec l'installation des panneaux photovoltaïques pour les particuliers. Voilà, et donc là, plus précisément, on s'occupe de tout ce qui est autour de la rénovation, on va dire, et donc des matériaux écologiques. Hmm. Martine Dallet. Donc, je suis bénévole à l'ENERCOA et membre du groupe de travail Réduire depuis quelques mois. Donc, effectivement, on a mis en place un certain nombre d'ateliers depuis quelques mois qui visent à faire des économies d'énergie de manière plus globale dans différents champs. On pourra y revenir dessus si vous le souhaitez, vous donner plus de précisions, mais l'atelier d'aujourd'hui est dans ce cadre-là, s'inscrit dans ce cadre-là. Hmm. Merci. Monsieur Chartrot, à Lunac, j'ai plusieurs maisons anciennes, donc il faut envisager éventuellement de repenser les chauffages. D'accord. Vous faites de la location peut-être Oui. et classement énergétique, c'est lié au classement énergétique? Non. Non, Pas de d'accord. location, bon, on ne peut pas demander, mais c'est quand même la maison que je loue à Lunac est assez bien isolée. D'accord. Okay. Même si je n'ai pas c'est de la rénovation. diagnostic. D'accord. Voilà. Mais j'ai deux maisons en urgence à restaurer. Entendu. La maison principale, qui est le dernier commerce du village, et la toiture est ancienne puisqu'elle date de 1952. Donc j'envisage de la rénover et en même temps je voudrais savoir s'il est possible d'envisager. J'ai un chauffage qui marche très bien, un chauffage au bois, mais c'est une maison immense. Quand je dis immense, c'est plus de 300 mètres carrés en tout. Ah oui. Donc c'est difficile d'envisager autre chose que ce que j'ai pour le moment. Un chauffage au bois efficace, mais quand même onéreux. Voilà. Et mon deuxième problème, c'est on parle de mon problème en personne. Oui, voilà, ouais, pourquoi vous êtes là, bien sûr. J'ai une maison à Villefranche, une belle maison, où il n'y a jamais eu que le chauffage électrique. Donc, je vais vraisemblablement la louer assez rapidement. Au 1er janvier, j'avais un groupe de jeunes intéressés pour la prendre parce que c'était une grande maison bien située, avec un terrain. Malheureusement, bon, je vais en cours de rénovation parce que je vais pas vite. Je dois préciser que j'étais ancien artisan, que je suis un ancien artisan charpentier menuisier. Donc, je ne fais beaucoup de travaux à la retraite, bien sûr. Mais éventuellement, il faut trouver autre chose comme chauffage, principalement. Et à envisager rapidement. Quoi. Ok, d'accord. Donc, des rénovations à faire. Ah oui, oui. Ça marche. Merci. Noël, si tu... Alors, j'ai le micro ou pas? Oui. Vous m'entendez? Oui. Donc, Noël Dalmont, moi je suis à Espalion. Je suis en lien avec Enercoa pour un comité d'animation. Et voilà. Mais ce soir, cet atelier m'intéresse à titre perso parce qu'on restaure une maison aussi. Et avec l'idée d'installer un poêle de masse et de plutôt travailler avec des matériaux éco-sourcés, enfin voilà, chanvre sur les murs, laine de bois. Et donc c'est vraiment pour essayer de démêler ça, avec un projet aussi, si on peut, de récupération d'eau. Donc voilà. Ok, Ok. merci. Et donc Chloé Murg, je suis co-gérante de Quercy Écomatériaux, un magasin de matériaux de construction spécialisé dans les matériaux dits écologiques. Donc ce magasin est situé à Livernon
Et j'ai un associé, Boris Segui, qui normalement nous rejoindra dès qu'il aura fini son chargement pour une livraison ce soir. Du coup, on a fait le tour des présentations. Vous Ouais, voulez merci. On peut que je peut-être présente Oui, allez-y. juste dire qu'effectivement, pour ceux qui connaissent pas trop Enercoa, on est en partenariat avec un certain nombre de partenaires, dont Cartier Écomatériaux, mais d'autres également, qui permet effectivement de garantir d'une part la qualité des travaux lorsqu'il y a travaux et la qualité des matériaux, et puis une garantie en termes de prix raisonnable. Donc voilà, il y a un partenariat qui se fait avec quelques entreprises, dont Cartier Écomatériaux. Mm. Mm. Et Avec une perspective de convention Oui, éventuellement, voilà, c'est qui est ça. en cours de discussion. Ouais, c'est ça. Et d'achat groupé avec des livraisons optimisées sur Villefranche et les alentours. C'est en discussion, mais je pense que on a de bonnes chances que ça voit le jour. mm, ok. Moi, je vais commencer par une question pour voir un petit peu la démarche que vous avez eue, Chloé. C'est pourquoi le choix des écomatériaux? Parce que vous auriez pu faire le choix d'autres matériaux plus traditionnels, etc. Donc, Mm. comme ça situera un petit peu l'entreprise et ce qu'elle fait. Mais pourquoi le choix? Sans être une question piège. Oui, oui, oui. Bah, il y a plusieurs raisons. Bah, pour Boris et moi, c'était important que notre parcours professionnel s'ancre dans un métier de la transition écologique, parce que ça nous tient à cœur et que c'est important pour nous, que voilà, notre travail au quotidien s'inscrive dans cette démarche-là, et aussi parce que on est persuadé que les matériaux écologiques de construction sont pleins d'atouts et au-delà de la question du prix, généralement, quand on a une vue globale, on voit qu'une construction, une rénovation avec des matériaux écologiques, c'est pas forcément plus cher parce que ils vont avoir ils vont être plus performants que des matériaux conventionnels. Et donc, par exemple, on va pouvoir se passer d'une climatisation si l'isolation a été bien faite. Donc voilà, nous, c'est ça c'est sur ça qu'on veut souligner et qu'on veut faire comprendre aux gens en les accompagnant, en leur donnant des clés de compréhension pour qu'ils fassent le bon choix. C'est vrai qu'on a encore des choix qui se portent vers le moins cher, un peu le Oui, moins disant, et c'est vrai que faut trouver les arguments et les matériaux écologiques en ont plusieurs en termes d'hygrostatique, enfin de tout ce qui est gestion de la vapeur d'eau, les oui, phasages aussi. Donc oui, je comprends ce que tu dis. oui. Après, il y a des gens aussi qui viennent vers nous ou vers des magasins de ce type aussi sur la question des composés organiques volatiles parce qu'ils sont sensibles à vivre dans un habitat où l'air est sain, quoi. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui viennent par ce biais-là aussi. Ouais, c'est vrai que ça, c'est une composante auquel on pense pas souvent. C'est-à-dire qu'en fait, on fait une belle rénovation et dedans, on y poque plein de meubles ou plein Oui. Mais d'objets. les matériaux, les peintures, les enduits, dans le mobilier, les revêtements de sol, il y en a absolument partout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les calculs, quand ils indiquent le taux de COV, c'est calculé, par exemple, pour la peinture, 28 jours après la pose Ouais. de la peinture. Donc, alors que les gens, en tout cas dans le cas d'une rénovation, généralement, ils veulent s'installer le plus rapidement possible après les finitions, quoi. Donc, Ils se voilà, retrouvent. ça donne une idée quand même. Ouais, c'est vrai. Mm. C'est un côté important. Ouais. Ok. Un petit détail, si je peux me permettre, Chloé. Est-ce Oui, que c'est possible de régler la caméra de manière à ce qu'on voit le visage en entier?
D'accord. Super. Attends. Ouais, voilà, nickel. Voilà, ça sera Ah, plus on voit tous les clair. sourires comme ça. Je ne me vois pas, donc Ah, c'est ok. voilà. T'étais très légèrement coupé, enfin, c'était un peu net D'accord. en bas, quoi. Là, c'est nickel. Ok. Merci. Oui, et du coup, je peux peut-être aussi tout simplement témoigner de mon expérience personnelle, puisque j'ai eu l'occasion de faire un achat en peinture à Quincy Écomatériaux. Et c'est vrai qu'au niveau de la peinture, j'ai été vraiment bluffée, à la fois sur la qualité de la peinture, sur la facilité de pose, sur le rendu. Enfin, surtout sur la facilité de pose, je reconnais que je n'en revenais pas et du rendu au final. Et effectivement, et en plus, le fait qu'il n'y ait aucune élimination de COV, vraiment, et aucune odeur, c'était très, 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 très agréable, cette essence. Oui. En fait, il faut savoir que quand on fait le choix de matériaux écologiques, c'est pas forcément faire une croix sur la qualité ou un rendu qui sera forcément plus rustique ou pas moderne. Ça, c'est des idées reçues. Est-ce qu'à ce moment-là, tu peux nous donner un petit peu enfin, les grandes lignes de ton offre, en fait, en termes de matériaux, etc., Ouais. pour dresser un petit peu les grandes catégories, j'ai envie de dire, par rapport à ce que tu fais. Et puis j'ai envie de dire que si les participants ont des questions, à ce moment-là, ils peuvent intervenir, si ça te va. Oui, très bien. Je vais déjà commencer peut-être. Enfin, on a une palette assez large parce qu'on va faire du gros œuvre jusqu'aux finitions. Par exemple, on va proposer du bois de construction pour les charpentes, pour une construction ossature bois avec des panneaux de contreventement. Voilà, on va pouvoir aussi proposer des matériaux pour faire des hérissons. Donc voilà, des dalles. Là, on proposera des alternatives aux conventionnelles avec par exemple des dalles à la chaux sable, chaux chanvre, des dalles enfin après des revêtements en pierre, en terre, pardon. Ensuite, on proposera tous les accessoires, tous les produits pour l'étanchéité à l'eau lors d'un chantier. Donc, c'est les écrans sous toiture, les écrans sous bardage, avec tous les accessoires pour assurer l'étanchéité. Donc, on parle de la colle, des rubans adhésifs, les manchettes aussi pour tous les points singuliers d'une toiture. Par exemple, quand il y a des conduits de cheminée, des fenêtres, euh, le faîtage. Euh, et ensuite, on propose aussi toutes les chaux hydrauliques, la chaux aérienne, soit en poudre, soit en pâte, pour faire les enduits, extérieurs comme intérieurs. Euh, et on proposera aussi enfin, une grande variété d'isolants. Donc la plupart sont en panneaux. Donc il y a des panneaux, les plus connus sont en fibre de bois. Donc là, vous avez du souple, du rigide. On choisit en fonction de enfin, ce qu'on veut isoler. Et il y a aussi des isolants en chanvre pur, en coton, chanvre et lin. Donc ça, c'est un mélange. Aussi en ouate et chanvre, ou alors du textile recyclé. Ça existe aussi. Et ensuite, on fait aussi des isolants en vrac qu'on va venir soit souffler, soit insuffler dans des caissons ou par exemple pour les combles perdus. Donc là, ce sera de la ouate de cellulose. Ça, c'est le plus courant. Il y a aussi de la fibre de bois. Et après, on propose aussi plein de revêtements pour les finitions. Donc les peintures, les enduits à la chaux, les enduits à l'argile. Et on fait aussi des mélanges plâtre terre, plâtre chaux et aussi les stucs. Donc ça a un effet un peu Tadlat pour ceux qui connaissent. C'est un peu, ça fait un effet lisse et brillant. Et ensuite, on propose aussi des sols, des parquets, des sols stratifiés tout bois, sans plastique, et des sols en liège et en bambou.
donc pour l'intérieur et l'extérieur. Donc voilà, on s'arrête pas qu'à la déco, quoi. C'était pour et on Ouais. propose aussi par exemple des lambris, des voliges, des parquets massifs. Et dans ce cas-là, on travaille avec des scieries ou des négoces de bois autour de nous. Donc plutôt le Lot ou Nord-Aveyron, quoi. Ok. Et on essaie de sourcer nos fournisseurs au plus local. Euh, donc, autour, en Occitanie, autour de chez nous, soit en France, et on a quelques marques européennes. Par contre, bon, je ne vous cache rien, le bambou, ça vient de Chine. Ça Et vient au pas moins, ça d'Andalousie. fait un aller, et non pas un aller-retour. Mm. On a Oui. Oui, une question. on a un producteur de bambou à l'Escure-Jaoul. Ah bon? D'accord. Ça, Mais il sur démarre. quels produits? Ils font des produits finis ou ils vendent juste... Ah non, non, il démarre à la plantation de bambou, quoi. Il a démarré, D'accord. Ouais. mais c'est une assez grande capacité. Mm. J'ai pas son nom, j'ai pas Ouais. son nom. Ah, bah après, à voir, ouais. Des fois, c'est de l'agricole et de la matière première. Et il y a peut-être des filières qui peuvent s'installer aussi dans le temps. Je Mm. crois que dans le coin, on a une filière autour du chanvre du côté de Caylus, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc voilà. Donc au début, ça commence comme ça avec du bambou, mais c'est une très bonne nouvelle, quoi, de savoir qu'il y a des productions comme ça de matériaux possiblement écologiques qui se mettent en place. Tu voulais dire Ouais. quelque chose, Noël? Oui, alors c'est une question pour Hmm. Chloé. On accepte. Qu'est-ce que vous recommanderiez pour isoler un plancher qui est au-dessus d'une cave voûtée, sachant qu'il y a des solives et il y a l'extrado de la voûte, il y a peut-être 45 centimètres entre Mm. le futur plancher et la voûte, et on ne Mm. sait pas quoi mettre à cet endroit-là. C'est pas humide. Ouais, c'est pas humide. La cave est ventilée. Ouais. Ouais. Ok. Bah, entre les solives, vous avez combien d'épaisseur, enfin d'écart entre chaque? Exactement. Entre Ouais. 40, 45 centimètres à peu près. Ouais. Bah, là, je dirais que par sécurité, je mettrais quand même un isolant qui résiste bien à l'humidité, parce que ce sera pas une salle chauffée. Non. Donc là, dans ce genre de cas, généralement, on conseille des panneaux en chanvre pur, parce que il a d'excellentes propriétés pour réguler l'humidité. Et D'accord. ensuite, vous pouvez mettre un parement quand même pour si vous voulez une finition ou limiter par exemple l'intrusion de rongeurs. Parce qu'il n'y a pas de magie. Aucun isolant ne peut Ouais. dire que c'est anti-nuisible. C'est le meilleur moyen de s'en prémunir, c'est vraiment de, D'accord. de rendre l'accès impossible, voire difficile, enfin difficile en tout cas. Voilà. Donc, c'est des panneaux qui se taillent et qui se posent entre solives, là? C'est ça? Voilà, oui, oui. Bah là, si votre track c'est de 45, vous pouvez les recouper et ça Ouais. tient entre vos solives. D'accord. Et alors pour les couper, vous pouvez avoir une Oui. scie spéciale biosourcée avec enfin une lame arrondie euh, pour pas déchirer la matière, quoi. D'accord. D'accord. Ça se trouve. Donc, ça se pose un peu à fort et, Ouais. euh, et par-dessus, on peut mettre un plancher, c'est ça? Non, j'ai oublié une étape là. Bah, au-dessus, vous avez déjà votre parquet, c'est ça? Bah, là, il n'y a plus rien. Mais Ah, on va d'accord. remettre un plancher, oui. Ouais. Oui, vous pouvez faire soit poser des panneaux, soit faire comme des caissons et souffler de la ouate dans ces caissons et ensuite mettre votre revêtement de sol. Ou il y Ouais. a aussi des gens, pour avoir aucun souci, ils vont préférer mettre du liège. Et alors ça a un coût, mais Ouais. sinon il y a la solution du liège en vrac, qui est moins cher quand même et qu'on Ah, vient déposer, on ratisse entre les solives et voilà. Et donc le liège est imputrescible et ouais. ne se dégrade pas. Donc c'est vrai que ça c'est une solution intéressante dans cette configuration-là. Mm. D'accord. D'accord.
Bon, très bien. Je note, je note. Et alors, deuxième question, si je peux me permettre, mais qu'est-ce qu'on peut mettre au-dessus d'un plafond qui est un vieux lattis? La maison, elle est fin 19e, hein. Il y a un lattis de plâtre qu'on peut réparer et on va insuffler quelque chose, mais on voudrait quelque chose qui soit pas lourd parce que c'est quand même un plâtre ancien. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il y a de bien entre la ouate, enfin de mieux ou de pareil, je sais pas, et de moins lourd en tout cas, entre la ouate en vrac ou bah je sais pas, peut-être le textile, je sais pas. Euh, Bah, c'est vrai que la ouate, c'est d'autant plus isolant qu'elle est aérée. C'est pour ça que généralement on la souffle. Ouais. Après, au niveau du poids, ce qu'il y aura de plus léger, là, je saurais pas dire. Faudrait regarder les documentations, mais oui. Enfin, je pense que la ouate, quand même, ça reste un des matériaux les plus aériens, quoi. D'accord, d'accord. En Puis, souffle, ouais, en souffle, quoi. ouais, faut faire attention quand on souffle là-dedans de pas trop tasser, quoi, parce que ça, c'est ce qui va aussi donner du poids dans les Ouais, caissons, quoi. sûrement, C'est non. un caisson tassé, ça peut être intéressant. Mais si dans C'est ton pas cas, toujours. tu veux quelque chose de léger, faudra Ouais. voir à ce que ça soit Mm. bien calibré, quoi. Il faut voir aussi ce qui tient le latis et que ça risque pas de tomber avec le poids. Enfin bon, ouais, Ouais. c'est des trucs bien particuliers. Donc là, on voit que vous faites du conseil pour Oui, acheter. C'est quelque chose qui est récurrent quand vous, voilà, ce conseil que vous donnez, ça fait partie un petit peu du jeu, quoi. ouais. Bah, comme on a une petite structure et en plus en démarrage, il se trouve que bah on a quand même cette opportunité-là parce qu'on a le temps de passer du temps avec les gens qui viennent nous voir, nous poser des questions, les clients. Et en fait, c'est aussi bah, ce qui nous a donné envie de faire ce projet et cette activité, c'est aussi de transmettre et d'acculturer les gens. Qui se posent des questions, qui ont envie de comprendre comment marche leur maison, quelles sont les meilleures solutions par rapport à leur situation, parce que, enfin, en tout cas en rénovation, ce qu'on dit, c'est que chaque cas est unique, quoi. Et donc nous, on a envie de partager ça et que les gens s'y intéressent. Ça, c'est ce qui est le Ok. plus plaisant, quoi, en fait. Et du Ouais. coup, on organise aussi euh, des ateliers de mise en pratique ou alors plus théoriques avec les technico-commerciaux. Comme ça, ils peuvent apprendre les avantages, les propriétés de certains matériaux et aussi pouvoir exposer leurs problématiques ou voilà, leur cas particulier dans le cadre de leur rénovation, par exemple. Ok. Donc ça permet de comprendre le matériel et les matériaux qu'on utilise et à la Ouais. fois de se former presque, enfin, parce qu'on se forme aussi à la pose en définitive pour faire de l'auto-construction, quoi. Bah, pourquoi pas? Pas force. Après, c'est plutôt savoir qu'est-ce qu'on met, pourquoi, Pour les et formes. ensuite être accompagné si on souhaite le faire soi-même. Mais ça, c'est au choix. Mais oui, oui, c'est vrai qu'on nous, on a pas mal d'autoconstructeurs, et notamment parce qu'ils veulent que ce soit bien fait. Et aussi, il y a aussi des contraintes de délai. Par exemple, on sait que les artisans dans le coin, bon après ça dépend le type de chantier, hein, mais il y a les délais, par exemple sur une charpente ou d'autres choses, ça peut être très long. Ça peut être 1 an et demi, 2 ans. Donc voilà, il y a des gens qui envisagent de faire leur isolation de rampant eux-mêmes. Ok. Voilà. Ok. Bon, ben on va dire Boris alors. Ouais. Boris, c'est ça. Bonjour, Enchanté. Voilà. de même, de même, de même. C'est les joies du négoce, de se rendre compte qu'on peut pas charger comme on pensait charger, donc dépalettiser pour remettre des palettes pour tout. Bon, bref, voilà, D'accord. ça fait partie du métier. Ça. Ok, bon, on a dressé un petit peu le tableau sur ce que vous offriez, etc. Moi, j'ai une question ou deux, un peu technique. Est-ce que vous faites des maîtrises si on vient, par exemple, avec des plans en disant, voilà, j'ai besoin de faire un isolant, là. Est-ce que vous donnez, enfin, est-ce que vous proposez de faire du maîtrise et de dire il vous faut tant et de gérer les capacités, enfin, les quantités, pardon?
Bah, vous avez la personne concernée vient juste d'apparaître. Non, alors on le fait, mais dans une, enfin, comment dire, on le fait tout en se tenant à m- mettre en maîtrise ce qui est écrit dans les fiches de pause. C'est-à-dire, on n'ira pas plus loin. Si jamais il y a des points sensibles, si jamais il y a des choses qui nécessitent des compétences d'artisan, parce que il y a un point sensible à un endroit, et donc là, il faut savoir exactement dans quel DTU je me réfère, etc., etc. On Mhm. n'ira pas jusque-là. Mais par contre, on le fait régulièrement, bah, de dire, expliquer aux gens comment on fait un calpinage de plaques Fermacell pour faire des cloisons, et puis après dire, ah bon, bah, là, il vous faut tant de mètres linéaires de rails, de suspente, de montant et tout ça. Et après derrière, oui, on peut leur dire à peu près, enfin on peut dire à peu près euh, quel quantitatif il faut sur sur les isolants, sur les vis, sur les accessoires, sur les Mhm. plaques, sur les joints, etc., etc. Mais comme je le disais, à chaque fois, on s'en tient à ce qui a écrit dans les guides de pose du fabricant. Mhm. Pour des Mhm. raisons toutes bêtes, en fait, c'est que derrière quelqu'un de procédurier qui a de mauvaises surprises ou de mal intentionné, parce qu'il y en a quelques, heureusement, c'est pas très très fréquent, mais ça arrive, pourrait nous mettre en défaut si jamais on allait au-delà de Ouais, 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 bien sûr, ces chacun éléments-là. a, oui, Mais autour des, c'est arrivé que Boris fasse des visios et présente un outil pour le calpinage et que vous fassiez ça Oui, bah, en en fait, live, quoi. moi, je suis un ancien graphiste et quand on fait du graphisme des maquettes de sites internet ou d'applications mobiles, enfin d'applications et tout ça, très souvent on travaille à distance et donc on a des outils où les gens peuvent interagir, on peut voir les souris bouger en même temps. Et bon, c'est pas un logiciel qui est fait pour ça, mais en fait, je prends un pixel égale 1 millimètre ou un pixel égale 1 centimètre en fonction de ce qu'il faut, et puis derrière, ça permet d'avoir un peu comme sur Photoshop, quoi. C'est voilà, si ça fait 10 pixels, c'est 10 millimètres, et puis derrière de dire bon ben vous placez les montants tous les 60, comme ça vous voyez l'anthrax, etc. Et ce qui est intéressant avec ce type d'outil, bon, c'est pas à la portée de tout le monde, hein, ça reste des outils informatiques, et donc il y a des gens, c'est pas leur truc, donc. Mm. Mais quand c'est des gens qui ont un peu l'habitude ou un peu d'appétence à ça, ils peuvent continuer de bosser de leur côté sur leur outil. Et nous, derrière, on a juste à repasser derrière et puis dire faire quelques modifications pour que ça corresponde et on a tout mettré en ligne. Enfin, voilà, sans être obligé de se faire 20 000 échanges de mails différents avec des schémas, des dessins. Et après, si la personne vient chez nous, là, en fait, c'est aussi l'avantage. On n'y est pas encore complètement, mais dans la salle dans laquelle on est là, on aimerait bien qu'un jour ça devienne une salle partagée de travail sur les projets. Et donc, si quelqu'un veut venir faire ses maîtrises, et puis après nous poser la question, avoir les fiches techniques à côté, ou pouvoir descendre dans le hangar et mesurer une plaque pour se dire ah oui ça fait telle taille. Enfin, en fait voilà, qu'il y ait aussi la possibilité de faire ça. Mm. Et on a déjà, sur la base de plans, fait des devis estimatifs pour la globalité des travaux de rénovation. Donc, Ouais. ça, on peut faire aussi, quoi. Bah ouais, ça là, donne des orientations sur les budgets et des choses comme Oui, ça pour aider, ouais. quoi. ouais, Et- tout à fait. Là, on a le cas avec un client qui nous prend régulièrement des choses, qui fait des tiny house sur Figeac, qui a acheté une petite bicoque qui, bon, c'est pas dans un état super, mais apparemment, il y a que lui pour faire ce genre de truc. Et il nous a dit, bon, ben voilà ce que je veux faire, ce que je veux mettre. On est venu avec le technico-commercial de Saint-Astier parce qu'il voulait faire des enduits et une dalle à la chaux. Et ensuite, on a calpiné et on lui a donné le volume de hérisson, le volume de dalle, le volume d'enduit pour les murs, le métrage carré de parements, de freins vapeur, de voilà, le nombre de rouleaux de scotch, à peu près encore une fois, mais Mhm. euh, et là on lui a fait un devis global où peu ou prou, bon il n'y a pas la visserie et ce genre de choses parce que il y a les ossatures bois, les choses comme ça, mais peu ou prou il sait pour combien il va en avoir d'isolant, d'enduit, de chaux, de chènevotte et tout ça quoi. Mm. Ok, ok. J'ai une question. Tu as parlé de watts et de choses à insuffler là, sur l'isolant. Vous avez le matériel pour louer avec le souffleur ou Ouais, vous On le vendez par prête. exemple? Vous le ouais, prêtez, ouais. Hmm. on prête les deux, soit la cardeuse qui est utilisée juste pour souffler, et sinon une machine un peu plus puissante et grande aussi, Oui, oui, oui. lourde, qui sert là à souffler et insuffler. Et D'accord. Et on la prête le temps du chantier. si les gens nous achètent de la watt, on prête la machine. Oui, je crois qu'il y a Hmm. Quoi la différence entre insuffler et souffler? C'est quoi la différence?
Oui. Ouais. Disons, du coup, je disais, en fait, c'est une machine, ça s'appelle une cardeuse, dans lesquelles on vient mettre les ballots de watts, par exemple, et ça déchiquette pas, mais ça, Oui, mais c'est la différence entre insuffler et souffler. ouais. Pas la même. Bah, souffler, ça va être plus aérien, quand insuffler, c'est en compression, enfin, C'est ça. En Ouais, fait, ah, quand on isole des combles non aménagés, qu'on va mettre l'isolant directement dessus, là, on le souffle. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, on tient le tuyau, puis le matériau sort du tuyau et se dépose, et puis ensuite, ça se tasse. Là-dessus, on est sur une densité, une fois tassé, on est autour de 35 kilos du mètre cube, et il y a un petit peu une meilleure isolation parce que c'est l'air à l'intérieur du matériau qui fait l'isolant, hein, et donc moins c'est dense, plus il y a voilà. Par contre, en termes de déphasage, là c'est l'inverse. Comme il y a un peu moins de volume, enfin c'est moins dense, ben le nombre de calories par mètre cube de matériaux possible est un peu plus faible, donc la chaleur va mettre moins de temps à traverser l'isolant et après à rentrer dans l'habitation. Bon, et sinon, insuffler, là c'est la méthode où on construit des caissons. Sur ces caissons, on vient mettre une membrane, très souvent par l'intérieur, qui s'appelle un frein vapeur. On fait un trou dans le frein vapeur, ou alors une plaque d'OSB, ou une plaque d'AGEPAN, enfin quelque chose qui bouche le caisson. Puis là, il faut une machine plus puissante parce qu'on monte à 55 kg du mètre cube, et idéalement, il faut une machine suffisamment professionnelle pour pouvoir régler la densité, pour pas qu'il y ait trop de densité à un endroit, pas assez à un autre, et tout ça. mm. Donc, voilà. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez des questions? Intéressé, oui. C'est ça. Est-ce que vous avez des questions? Des questions? Oui, oui. Toujours. On a des questions dans la salle. Par contre, Oui. juste on va échanger, nous, Chloé doit partir. Je vais vous laisser avec Boris. D'accord. Donc, Et voilà. Enfin bon, ouais. c'est juste ça. On fait un Ok, passage. super. Très bien, merci Chloé. Merci à vous, Au bonne revoir. Au soirée. revoir. Merci. Alors, j'ai une question. Monsieur, Ah, pardon. On commence par la salle. Allez-y, allez-y. Je voulais savoir si vos panneaux de chambre, quelle épaisseur ils font et s'ils sont porteurs. Attendez 2 secondes, on parle de logistique. Une toute petite seconde. Oui, je l'assis. Ok, voilà, c'est bon. C'est bon, pardon. Oui, votre collègue nous a parlé de panneaux de chambre. Oui? Je voudrais savoir s'il y a plusieurs épaisseurs et dans quelle mesure ils sont porteurs. Alors les panneaux de chambre, c'est des panneaux flexibles. Donc en termes de finition, enfin le produit se présente globalement comme un panneau de fibre de bois semi-rigide. Donc c'est pas porteur. Et après, c'est en termes d'épaisseur, ça va du 45 pour mettre directement dans les ossatures de placo, enfin, dans les ossatures métalliques pour faire des cloisons, jusqu'à en chanvre, je crois qu'on monte jusqu'à du 200, donc 20 cm. D'accord. Et après, c'est des panneaux qui font 122 par 60 cm. Comme je disais, c'est la même chose qu'un panneau de fibre de bois. Ok. Merci. Noël, vous avez fini, c'est bon? Oui, c'est bon. Celle-là, c'est OK. Noël, à toi. Alors, vous avez parlé de fer Marcel. Oui. Dans ma tête, c'est un truc qui est spécifique pour les lieux humides. Est-ce que c'est ça? Non, pas spécialement. Alors ça se comporte bien pour l'humidité. En fait, le fer Marcel, bon, pour dire la différence, une plaque de placo, on prend du gypse, on le cuit, ça fait du plâtre, et ensuite on vient mettre du carton dessus. Et c'est ensuite les produits avec lesquels est traité ce carton qui fait si le placo est hydro ou s'il est anti-feu. Et il y a un dernier type de placo qui est le placo haute densité qui lui est plus dense, donc il est plus lourd, il est un peu meilleur au feu et il digère un peu mieux le phonique. Donc ça c'est la partie placo. Le Fermacell, c'est les 4 à la fois. C'est-à-dire c'est une plaque, alors c'est lourd, donc à mettre en œuvre, il faut se préparer, quoi. C'est pas un truc à prendre à la légère et de se dire ah oui je vais faire comme du placo. Mais l'avantage donc c'est que c'est uniquement du gypse, donc avant la cuisson, et de la cellulose compressée, et c'est la cellulose c'est la cellulose qui fait le liant.
Le placo, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est très phonique, vu qu'il est très lourd. Enfin, comparé à du placo, les ondes sonores vont avoir besoin de beaucoup plus d'énergie pour faire vibrer la plaque et donc passer au travers, pour le dire vite. Et derrière, il y a plus c'est dense, plus il y a d'inertie thermique. Donc c'est pour ça qu'on en utilise souvent dans les maisons en bois, parce que comme ça rajoute de l'inertie au mur. Donc sinon, il y en a très très peu. Et enfin, en termes de pratique, pour donner une idée, une plaque de Fermacell, on rentre pas une punaise à la main à l'intérieur. Ah ouais. Voilà, donc c'est plus durable, c'est plus solide. Un coup de pied dans un Fermacell, par exemple, ou quelqu'un qui chuterait de l'épaule dans un Fermacell, ça bougerait pas. Ok. D'accord. Voilà. Et ça Sinon, fait protection au feu aussi, non, si je ne Oui, m'abuse. Hein. oui, c'est ça. C'est un placo feu, un placo Ouais, hydro, un plaque au placo feu, ouais, c'est ce que intensité en tu même disais, temps. ouais, par rapport au truc. Ouais, Voilà. Après, il y a quand même une plaque qui est le placo, non, le Fermacell H2O, Power Panel H2O, qui lui est encore plus résistant à l'humidité. Ok. justement, dans les lieux humides, c'est mieux d'employer ça. Pour Oui, ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? ça ou un placo hydro. Ouais, c'est pareil, ouais. Ouais, c'est pareil. Nous, on vend pas de placo, on vend du Fermacell. Alors, pour l'anecdote, le Fermacell est plus écologique en termes de produit. Le produit en tant que tel, pour sa fabrication et tout ça, est plus écologique. Par contre, par exemple, Saint-Gobain fabrique du placo en France quand le Fermacell est fabriqué en Pologne. Ah. Donc, voilà, ça c'est le problème du mot écologique, c'est que il y a 1 million de paramètres. Par contre, dans l'avantage du placo, du Fermacell, c'est qu'il n'a pas besoin d'additifs dans les parois pour devenir hydro, pour devenir anti-feu, et il va quand même mieux se tenir à la vapeur d'eau, il va mieux laisser passer la vapeur d'eau à travers. Donc globalement, il va mieux réagir qu'un placo, sachant que de toute manière, dans une mise en œuvre de salle de bain, par exemple, alors dans la douche, dans tous les cas, sur une dalle sèche en placo, en Fermacell, pardon, par-dessus, il faut mettre des membranes d'étanchéité. Ensuite, il faut mettre de toute façon quelque chose qui fait l'étanchéité contre la plaque et une finition par-dessus, carrelage ou stuc avec une protection ou voilà. D'accord, merci. Bonjour Laurent, on a avancé. Tu nous as rejoint en route. On a avancé pas mal sur le sujet. Bonsoir, désolé du retard. Les joies de la vie parisienne. Ouais, voilà. Attendez, une petite seconde, je reviens. Il y a les clés dans ma voiture et Chloé prend ma voiture. Merci de m'avoir invité avec toi. Pardon? Merci de m'avoir invité. Non, non, mais de rien. De rien, on a dressé ce que proposaient Chloé et Boris, qui sont à Cartier Éco-Matériaux, un petit peu au nord de Figeac. Donc là, on a vu un petit peu ce qu'ils proposaient en termes de matériaux, etc. Et là, il y avait des questions un petit peu plus techniques sur des choix particuliers. Donc, si tu penses à quelque chose, tu peux t'y jeter. Non, Là, j'entendais, je sais pas si vous m'entendez bien. Oui. oui, ça Moi, c'est va. bon. J'entendais parler de Fermacell, je connais pas du tout le matériau. Moi, évidemment, j'ai des questions spécifiques à mon cas. Une maison, voilà, c'est un cas particulier. Je suis pas sûr que ça soit adapté. Je peux en parler, mais je sais pas si c'est l'espace ou le moment pour ça, quoi. Eh bien, fais une tentative. On a 5 minutes. Je crois qu'on a épuisé quelques. Allez, vas-y. On s'occupe de ton cas. J'y vais. Maison granit, mur 60 ou 80 cm. Mhm. Isolé visiblement dans les années 90 avec une couche de placo d'époque avec surprise derrière. Je sais pas du tout. Ouais. Le DPE indique C et D pour l'énergétique, mais bon, c'est assez miraculeux. En fait, bon, on va isoler là les combles avec de la laine de chanvre. Il y en a déjà, on en rajoute une couche. Nous, ce qui nous pousse à reprendre tous les murs, en fait, c'est que les rongeurs se baladent là-dedans et que vraiment là, c'est pas possible. Mhm. Donc nous, on pensait faire quelque chose dans lequel on puisse pas se balader, donc un enduit chaud chanvre ou quelque chose comme ça, mais ça en fait une sacrée tartinée sur toute la maison, quoi. Et moi, je suis preneur de toute autre solution que je pourrais étudier. Là, pour le coup, pour les rongeurs, malheureusement, il y a assez peu de produits miraculeux, mis à part bloquer physiquement l'accès. Après, plus le produit est dense, typiquement une maison en paille, parce qu'il y a plein de gens qui disent oui, mais la paille, machin.
Bon, la paille, déjà, il y a plus de grains à l'intérieur, donc il n'y a rien à manger. C'est de la silice. Aucun mammifère n'aime se frotter à de la silice. Hein, ça, on est tous fait pareil. Et en plus de ça, elle est compressée à 150 kilos du mètre cube, donc on n'y rentre pas un doigt. Donc il y a ces éléments-là, mais par contre en surface, dès qu'il y a la possibilité de passer ou quoi, forcément il va y avoir des explorations qui se font. Et s'ils trouvent quelque chose d'intéressant ou c'est un passage qui est chouette, ils vont passer quoi. Après le chaud chanvre, c'est une bonne méthode, sachant qu'on parle d'isolation en chaud chanvre à partir de 20 cm d'épaisseur. En dessous, c'est un enduit correcteur thermique, c'est-à-dire ça va couper l'effet froid du mur. Ça va un peu gérer l'hygrométrie de la pièce, donc ça va absorber de l'humidité quand il y en a trop, le retransmettre quand il n'y en a pas assez. Euh, Par contre, un enduit chaud-chanvre, ça, il faut vérifier que les joints soient en chaud. Faut pas qu'il y ait un enduit ciment derrière. Faut pas qu'il y ait du bâti au ciment parce que ça rend le mur imperméable et auquel cas, l'humidité à l'intérieur ça marcherait, mais là pour le coup, il faut faire quelques calculs de dynamique pour voir comment les choses vont se comporter et pas faire de bêtises. Après, l'avantage du chaud-chanvre, c'est que c'est dense, donc il y a personne qui se balade là-dedans. Et l'autre avantage, c'est qu'il n'y a aucun accessoire particulier si on fait une épaisseur de moins de 8 cm. On fait, comment dire, ça se met en 2 passes de 4 cm à chaque fois. C'est du boulot, c'est beaucoup de matière. Mais par contre, on applique, on finit. Après, par-dessus, on fait une finition à la chaux, puis le mur est terminé. Dès qu'on veut faire une épaisseur un peu plus importante, là, il faut mettre des renforts en bois à l'intérieur qui vont tenir la structure. Voilà, donc il y a ces éléments-là à prendre en compte. C'est une très bonne solution. C'est vrai que la difficulté du chaud chanvre, toujours pareil, et ça, on le voit sur le papier, on s'en rend pas forcément compte quand on l'a pas fait. Faire un mur en chaud chanvre sur ne serait-ce que 10 cm, 60 mètres carrés, on parle de 6 mètres cubes. 6 mètres cubes de chaux chanvre, ça fait déjà 6 mètres cubes, ça veut dire qu'on a plusieurs palettes de chaux, enfin ça fait beaucoup de matière. Au début c'est sympa, mais au bout du quatrième mètre cube, on commence à avoir vraiment envie que ça se finisse, quoi. Donc voilà, donc il y a cette solution-là. Sinon l'autre solution, alors dans tous les cas, isoler une maison par l'intérieur qui a déjà du placo, on enlève le placo. Là, pour le coup, il n'y a pas vraiment d'alternative. Et des fois, on peut avoir des bonnes surprises sur les passages de rongeurs et réussir à bloquer physiquement, auquel cas on fait une ossature bois ou des rails en placo, on met de l'isolant directement dessus et puis on finit avec un parement de notre choix, quoi, OSB. Enfin OSB, on n'aime pas trop parce que ça a une perméabilité à la vapeur d'eau qui est fixe, c'est pas le top. Mais des fois, en fait, ça peut arriver qu'on ait des bonnes surprises. Après, souvent, les maisons qui ont été faites au fil du temps, il y a un bout du mur, c'est un peu de briques, un bout du mur, il y a un peu de ciment, un bout du mur, là, il y a un trou, là, il y a pas. Enfin bon, c'est un peu la surprise. Et c'est pour ça que la rénovation, ça coûte très très cher quand à faire travailler des artisans, parce qu'ils sont obligés de gonfler les devis parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des surprises. Voilà ce que je peux en dire. Et donc ça, c'est des choses que vous pouvez mettre en œuvre, vous, par exemple? Alors nous, on va vendre les matériaux. On peut trouver des artisans qui font le démarrage, qui sont OK pour faire le démarrage chantier, donc montrer comment ça marche. Le technico-commercial de Saint-Astier se déplace et fait les démarrages chantier aussi s'il y a besoin. Il peut même faire de la prescription dans des cas un peu particuliers. Il y a aussi l'option qui peut être intéressante quand il y a du volume de faire des chantiers participatifs avec des acteurs comme Twiza. Voilà. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, chantier participatif, juste dernière question, il y a des réseaux pour ça, parce que moi, je vois des mailing lists qui passent sur Vivre à l'Ouest, par exemple, etc. Mais... Nous, on est adhérent de Twiza, et le principe de Twiza, c'est d'être une association qui porte l'assurance des gens sur le chantier. Et derrière, on propose un chantier, on fait la description, on dit qu'est-ce qu'on offre aux gens qui vont venir bosser, et après, c'est à charge de l'hôte de recevoir correctement les personnes. Très souvent, il y a aussi un formateur qui vient. Quelqu'un qui est là pour que ce soit pas juste des amateurs qui mettent en œuvre, mais qui est quand même quelqu'un qui sait faire du chaud chanvre. Et enfin, la dernière option, quand on a un gros volume de chaud chanvre qui est pas inintéressant, et nous là on est en train d'essayer de mettre ça en place, c'est de trouver un artisan qui est OK pour le faire avec vous, mais avec une gardeuse projeteuse humide. Donc c'est-à-dire on met la chaux d'un côté, fait la barbotine de chaux d'un côté, la chaîne vote de l'autre. Il y a la buse est faite exprès, mélange les deux, et puis on y va. Et là par contre, on est capable de faire plusieurs mètres cubes par jour, quoi. Ouais. Et ça, des fois, certes, c'est un coût, mais j'ai vu ça à l'extérieur à Toulouse. Alors moi, j'ai utilisé le réseau Twiza en tant que participant pour aller apprendre les enduits par rapport à la paille, à la terre, etc. Donc, je valide complètement ce réseau, quoi, que je connais depuis quelques années et que j'ai utilisé à plusieurs reprises.
super. Et on peut s'inscrire à ce truc-là en tant que... Ouais, tu regardes tout ça sur Internet, tu verras, tu vas très rapidement trouver des chantiers, des exemples de comment ça peut fonctionner. Vous écrivez ça comment? Oui, voilà. TWIZA. D'accord, ok. TWI. IZA. Ok. Merci beaucoup, tout ça très instructif. Ouais, merci beaucoup. Je prends note de vos coordonnées. On est en train de discuter avec un archi, donc Ceci. Ah, c'est Lambert, TWIZA. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, dans tous les cas, après des chantiers de ce type-là, ça vaut quand même toujours le coup de faire venir un thermicien, un bureau d'études thermiques. Idéalement, un bureau d'études thermiques qui a l'habitude de faire des maisons paille, bois, enfin voilà, qui connaît les matériaux. Et voilà, de prendre le temps, parce que en fait, typiquement, des fois, avec une étude thermique, on peut avoir une idée d'un phasage de chantier intéressant, se dire, ah ben en fait, toute cette partie-là, je vais le faire plus tard. Moi, mes déperditions d'énergie, elles sont à cet endroit-là. Donc, ça permet d'avoir quelqu'un enfin, c'est quelqu'un qui va accompagner à avoir une vision globale des nécessités de travaux d'isolation et après de faire le phasage. Et pas d'y aller au doigt mouillé en me disant, ah ben là, je fais ça, puis après je fais ça, puis après je fais ça, parce que des fois, ça coûte plus cher et c'est pas forcément le plus efficace. Et enfin, le dernier point à prendre en compte quand on améliore le confort thermique d'une maison, le chauffage, ça se fait en dernier ou alors après avoir fait la totalité de l'étude. Parce que le nombre de gens qui mettent des pompes à chaleur se font avoir par des pompes à chaleur, ensuite ils font leur isolation et leur pompe à chaleur, même au minimum, elle chauffe beaucoup trop. Donc ils ont dépensé trop cher dans leur pompe à chaleur et derrière ils ont fait une isolation qui est surdimensionnée, enfin plutôt de la pompe à chaleur est surdimensionnée pour le truc. Et enfin le dernier truc c'est sur les DPE que vous en parliez. Aujourd'hui pour avoir une classe C c'est relativement simple. On met une pompe à chaleur dernier cri et puis on met du placo en disant oui derrière il y a un peu de laine de verre et boum on est C ou B. voilà, là, il y a un chauffage au fioul, mais il y a un poêle à bois, donc je sais pas comment il a fait son calcul. Ok, merci beaucoup. Mais, tout ça très intéressant. Un thermicien aussi, je note. Ok, d'accord. Ouais. Sur Je ne manquerai pas de vous contacter si les j'ai... études thermiques, on a Rénov Occitanie avec lesquelles nous sommes en partenariat. Je ne sais pas quelles sont leurs conditions d'intervention. Je sais que maintenant ils se font payer. À un moment donné, c'était pas le cas. Ils sont en lien avec la communauté de communes. Voilà, c'est simplement. Ouais, on passe par la DIL, on est réorienté vers Ouest Aveyron Communauté qui a quelqu'un qui s'occupe de bilanter, de faire un genre de bilan. Alors, je vais pas dire poussé autant que peut-être un bilan thermique. En tout cas, il a pas, je pense pas qu'il a la possibilité de le poser comme quelque chose de professionnel, je veux dire. Mais par contre, il fait tout un accompagnement et il peut vraiment donner une vision globale du bâti et des orientations et après d'amener vers les aides possibles, aides financières, etc. Et Ouais. voilà, donc il y a ils peuvent aller jusqu'à l'accompagnement aussi du chantier Oui. avec pas forcément à faire de la maîtrise d'œuvre pour le maître d'ouvrage, mais de faire un genre d'accompagnement de point à date pour voir que tout se passe bien avec les J'ai envie entreprises. d'avoir plusieurs hypothèses et en fonction des hypothèses de faire des choix. Parce qu'effectivement, les hypothèses permettent d'avoir un coût financier correspondant et le montant des aides correspondant. Donc, le tout permet d'avancer sur les choix futurs, quitte après, effectivement, à s'orienter vers un professionnel. Mais déjà, ça permet d'avoir quand même une idée un peu plus précise de ce qu'on peut faire, de ce qu'on veut faire Des choix de phasage. et des difficultés qu'on a éventuellement. Dans tous les cas, les guichets uniques de cette manière-là, peu importe la manière dont on aborde son chantier et ce qu'on veut y faire, c'est les premiers acteurs à contacter. Ne serait-ce parce que déjà, il y a la puissance publique qui finance un petit peu, donc même si c'est payant, voilà. Après, c'est des gens derrière effectivement qui peuvent débloquer des aides et tout ça. Enfin, le fait de passer par une Je peux procédure. donner des conseils pour donner. Oui, et donner des conseils. Par Oui, contre, surtout. bémol qui est de plus en plus présent sur ce type de démarche, en particulier sur des rénovations globales, c'est que c'est de plus en plus difficile de trouver des artisans compétents qui acceptent de faire du RGE parce que ils perdent de l'argent quand ils en font la plupart du temps. En fait, le problème d'un dossier RGE, c'est que entre le temps où l'artisan s'engage sur le devis et le moment où il va effectivement réaliser le chantier, une fois que lui, il a pu caler ça dans son planning, que les aides ont été validées, etc., etc. Nous, on connaît des boîtes d'artisans qui ont coulé
parce que ils ont travaillé à perte pour tenir le devis RGE qui devait tenir pour que la personne ait ses aides. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que malheureusement, on le connaît aussi. Il y a des artisans et on leur jette pas la pierre parce que, bref, c'est beaucoup plus complexe que juste de dire, oulala, les artisans sont pas gentils. Hein, c'est pas du tout le sujet. Mais il y a aussi des entreprises dont on ne vend pas les produits qui font un peu de la magie avec les normes thermiques, etc., etc. Et on peut se retrouver dans, comment dire, on peut se retrouver dans une ambiance qui est un peu celle de l'isolation à 1 euro, où au final, voilà, c'est ni fait ni à faire et c'est des choses un peu compliquées. Donc c'est des guichets que, enfin nous de l'expérience qu'on commence à avoir et puis on entend à droite à gauche, c'est des guichets qu'il faut faire tourner, qu'il faut, voilà, il faut démarrer par là parce que c'est la meilleure manière d'aborder son projet. Par contre derrière, c'est aussi des procédures qui sont enfermées dans le conventionnel, dans des logiques de construction et de bâti conventionnels. Euh, Quand aujourd'hui, il y a déjà il y a des artisans qui s'en éloignent et il y a d'autres méthodes de faire qui sont pas dont il n'est pas possible d'avoir des aides avec ça et qui fonctionnent aussi. Donc voilà, c'est des sujets compliqués. Toute la Pour moi le la question c'est d'avoir en tête assez clairement les étapes par lesquelles il faut passer et quels sont les embranchements que l'on peut prendre à chaque étape en fonction des choses qui se présentent, du type de diagnostic qui est fait sur la maison, du type de complexité, de ce que l'on souhaite, de ce que l'on veut faire. Si on a une appétence à mettre en œuvre certains matériaux, il y a tout le sujet de rencontrer des artisans et soit un artisan, soit plusieurs qui savent travailler ensemble et qui savent utiliser les matériaux que l'on souhaite mettre en œuvre. Et voilà, un petit peu les retours d'expérience que j'ai là sur les sujets RGE et J'en profite aussi pour dire qu'on est en partenariat aussi avec deux entreprises qui sont dans l'éco-construction, Cadia Éco-construction et Cohérence Habitat. Voilà, voilà, juste pour Oui, puis information. on a la boutique du menuisier aussi avec lesquels qui connaissent bien Inercoa et qui aura une attention particulière sur la rénovation. Voilà, on a travaillé un petit support avec eux sur lequel on fait attention à la façon dont on aborde un changement de fenêtre et pas juste simplement on change des fenêtres quoi, mais parce que ça déborde carrément de ce sujet. Et il y a tout ce qui est annexe autour de l'isolation, le sol et les choses qui sont à refaire autour de ça. Donc c'est intéressant d'avoir des artisans enfin, et des entreprises qui se penchent sur le sujet quoi. ouais. Mais sachant que Fabien de Calia Éco-Construction et Alexandre de Écohérence Habitat sont des clients. Alors ils nous prennent pas tout parce que il y a des sujets de transport et de distance et tout ça, mais on travaille avec eux. Ok, cool. C'est quoi le nom des structures? J'ai pas tout entendu. Calia Éco-construction, Calia K-A-L-I-A. Et la deuxième, ils sont sur Villeneuve, près de Villeneuve. Ouais. Ils font de la rénovation, de la construction, et puis Cohérence Habitat, qui travaille aussi sur l'isolation, la charpente, la couverture. Et le chambre, je crois aussi en particulier. Oui, c'est possible. Voilà. Ils sont sur Malville, je crois. Ouais, je crois bien. Voilà. Je crois qu'on a fait un bon petit tour. On devait finir aux alentours de. Enfin, bon, on a encore un peu de temps, mais est-ce qu'il y a d'autres questions en fait? Si vous voulez, attendez, je vais me connecter avec. C'est intéressant. Il y a beaucoup de questions, oui. Allez-y. Beaucoup de questions. Allez, c'est parti. Ma première question, ce serait l'isolation par l'extérieur. Comment elle est faite la finition et sur des vieux murs? Alors, La question du permis de construire déjà. oui, déjà. Et après, isolation par l'extérieur. Alors, c'est toujours un peu compliqué, sachant qu'il n'y a pas de. Alors là, par contre, j'ai pas les mots exacts de quel truc, mais ce sont les fabricants qui assurent ou qui garantissent leur mise en œuvre. Il n'y a pas de mise en œuvre globale d'une isolation par l'extérieur. Il n'y a pas de normes nationales. Il n'y a pas de DTU pour l'isolation thermique par l'extérieur. Nous, dans les négoces, les confrères le disent et tout ça, globalement, une ITE, une emmerde. Voilà. Donc travailler en ITE, ça veut dire bien choisir son artisan, surtout.
Et puis après, ça se fait assez bien. Enfin, il y a plein de manières de fonctionner, mais globalement, on va faire une ossature bois dans lequel on va mettre de la fibre de bois flexible. Sur la fibre de bois flexible, on va mettre de la fibre de bois rigide. Et sur cette fibre de bois rigide, on peut finir soit en bardage, soit en enduit, sachant qu'il y a il y a moins de risques de problèmes en finissant en bardage qu'en enduit. Ça, c'est la première option. La seconde option, c'est tout en rigide. On colle les panneaux de rigide, un peu comme ils font avec du polystyrène d'ailleurs, hein. On colle les panneaux de rigide sur la façade. Ensuite, on remet le même produit sur le panneau et c'est ce produit-là qui fait l'enduit de finition. C'est une bonne méthode. Ça peut résoudre plein de problèmes de maisons complexes en rénovation. Après, globalement, pareil, en termes de tarifs, on est toujours toujours un peu ce chiffre-là, entre 200, ça dépend du nombre d'ouvertures, ça dépend de la complexité des ouvertures, ça dépend le nombre de points techniques, mais on est entre 250 et 300 euros du mètre carré pour une isolation thermique par l'extérieur. C'est le type de tarif que l'on a pour une isolation de charpente. D'accord, merci. Ok. Voilà. Après, aussi l'isolation thermique par l'extérieur, comme on disait, c'est vraiment le genre de chantier où on conseillera vraiment pas à des particuliers d'essayer de le faire en autoconstruction. Alors qu'une charpente, une isolation de toiture par l'intérieur ou des enduits correcteurs thermiques en intérieur et tout ça, là, un particulier peut s'y tenter sans trop de risques s'il est bien accompagné. Merci. Ok. Ça calme là. Et qu'on parle tarif. Donc, une question Oui, vas-y, peut-être. C'est assez technique, mais quelle est la différence entre un panneau, quelles sont les qualités du panneau flexible par rapport au panneau rigide? Parce que là, Boris, il dit il faut alterner, et c'est quoi la différence et ça permet quoi? Alors déjà, le coût, Ah, le prix n'a rien à voir. Un panneau flexible en 100, donc en 10 centimètres, nous, on va vendre ça à un particulier, peut-être 11 ou 12 euros TTC le mètre carré, peut-être 13, enfin quelque chose comme ça. Un panneau rigide de même épaisseur, on va plutôt être à 27-28 euros du mètre carré. ouais. Attendez, En fait, j'aimerais bien réussir à me connecter sur mon téléphone à la visio, comme ça je peux vous montrer directement à quoi ça ressemble. Bon, sinon ça va être trop compliqué, tant pis, j'aurais dû le faire au début. Après, un panneau rigide, il est plus dense, donc il y a plus d'inertie thermique. D'accord. Et les panneaux rigides, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils peuvent être traités à la paraffine, par exemple, pour servir d'écran sous toiture ou de pare-pluie. Donc typiquement, dans une rénovation de charpente où on doit enlever la couverture, ça peut être très pertinent du fait de la rapidité de pose et du fait du moindre nombre de matériaux et de choses à poser, de venir rajouter de l'isolation rigide par-dessus plutôt que de faire par-dessous. Si on refait la couverture, c'est-à-dire si on doit changer les tuiles et si on doit enlever les tuiles. Pareil pour un bardage, une maison ossature bois, on peut mettre un panneau rigide à l'extérieur directement plutôt que de mettre de l'OSB ou de mettre l'OSB pas à l'extérieur, mais de mettre un panneau contreventant et faire un bardage. On peut mettre du contreventement à l'intérieur, finir en rigide à l'extérieur, et on n'a pas besoin de mettre de membrane ou autre sur la façade pour qu'elle soit étanche à l'eau. Donc c'est des produits qui sont intéressants quand on le regarde dans le global. Et voilà. Ok. Voilà. Pareil, on peut faire des cloisons intérieures en fibre de bois rigide qu'on vient enduire ensuite à la chaux ou à l'argile et on a une super cloison en termes d'isolation phonique. Ah, ça m'intéresse. Ça se pose sur une structure bois entre les. Ah, top. Alors pas entre. En fait, on va faire une ossature bois sans doute la plupart du temps en 6,4, donc 6 cm par 4 cm, en sapin, c'est le moins cher pour l'intérieur. Dans le 6,4, on va mettre un panneau flexible. Et plutôt que de finir en fermacelle, on peut finir en rigide qui fait pas 44 cm. Et sur ce rigide, on fait un enduit. Ah, c'est bien. Stickement, c'est top. Ah, c'est bien. Voilà. Le défaut de ce genre de panneau, c'est que il faut anticiper à l'avance toutes les choses que l'on veut fixer au mur. Oui. Parce qu'il faut venir chercher l'ossature bois à travers le panneau pour fixer quoi que ce soit. Même,
bon, une punaise, à la limite, ça va tenir dans l'enduit, mais si on le travaille trop, ben, le panneau va pas tenir à l'arrachement ou l'enduit va se fissurer. Enfin, donc, il faut savoir ce qu'on fait en termes de comment est-ce on habite son lieu, mais ça se fait, ouais. Ça fait des cloisons un peu coûteuses quand même. Ouais. Faut le Oui, mais mentionner. pour des petits volumes, ça le fait. Et c'est une alternative au placo, laine de bois et placo, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Faire un Après, truc moins rigide, ouais. Oui, moins- voilà, c'est ça. Ça fait quelque chose qui va être moins rigide. Après, nous, pour une cloison phonique, le moins coûteux, c'est rail en 40, ossature métallique en 48 ou ossature bois en 4-6 dans le sens du 4, panneau de 40 ou de 45, enfin panneau de 45 à l'intérieur, et puis ensuite fermacelle des deux côtés. Et on commence et puis après finition peinture ou enduit à la chaux. Et là, on commence à avoir quelque chose qui est pas mal. Et nous, à notre connaissance, c'est le moins coûteux enfin, voilà, c'est le moins coûteux. Ok. Dernière question, si je peux encore. Effectivement, l'accrochage dans le chanvre, c'est galère. Il faut vraiment prévoir des plots de bois. Si on arrive à se projeter, savoir que là, on va accrocher un truc et c'est ça. Alors, dans le chaud chanvre, s'il fait moins de 8 cm d'épaisseur, on va avoir beaucoup plus de chaud par volume de chanvre. Ne serait-ce que pour que l'enduit tienne sur lui-même sans rien d'autre. Avec ce type de mise en œuvre, avec une bonne cheville expansive, on peut venir fixer des charges légères sur l'enduit. Si on veut fixer des charges lourdes, il faut aller chercher le mur au travers. Après, quand on commence à aller sur une isolation thermique par l'intérieur, là on met plus d'épaisseur. Dans tous les cas, il faut mettre une ossature bois à l'intérieur de l'enduit. Et là, on vient chercher l'ossature bois pour faire la fixation. Et d'ailleurs, ça me fait penser que pour le chaud chanvre, on a aussi des blocs de chaud chanvre tout faits à assembler. Et c'est typiquement fait pour faire des chantiers secs. Ça s'utilise en isolation thermique par l'intérieur, par l'extérieur ou pour faire des cloisons. Et auquel cas, c'est des blocs qui font entre 15 et 30 cm de profondeur, de largeur, qu'on vient fixer au mur à la maçonnerie directement ou à une ossature bois avec des petites pattes. Et on finit à la chaux par-dessus. Et là, ça évite d'avoir la bétonnière, l'eau, le temps de séchage et tout ça. Ok, ok. D'accord. Et au point de vue coût, c'est plus onéreux que faire le chaud chanvre à la bétonnière? Ouais. Oui, bah en fait, la logique, mais ça marche pour absolument tout. Si un industriel valorise du savoir-faire pour faire des produits qu'il intègre directement, genre un chaud chanvre en bloc, il est déjà séché, il est déjà cuit, il y a déjà la formulation et tout ça. Donc en fait, on transfère ce qu'on paye en main-d'œuvre, donc soit notre temps, soit payer un artisan, vers un industriel qui a fait de la recherche et développement et qui a investi dans des unités de production. Donc c'est forcément un peu plus cher. Par contre, on gagne du temps. Ouais. D'accord. Ok. Là où ça devient intéressant, c'est si on a un artisan de confiance qui est OK pour poser ce type de matériaux. Euh, et quand je dis de confiance, c'est tout simplement parce que s'il fait ça dans les règles de l'art, et enfin, on va dire honnêtement, non, il ne faut pas que je le dise comme ça parce que ça voudrait dire que ceux qui le font pas sont pas honnêtes, mais il va avoir moins de main-d'œuvre. Ah oui. Donc, en théorie, il peut se permettre de facturer moins. Là où des fois ils le font pas, c'est parce que ben, le marché raisonne en mètres carrés de murs finis. Et donc, il y a quand même des choses à ne pas faire. Voilà, un artisan qui torpillerait les prix parce qu'il pose très vite des choses qui vont très vite, c'est pas non plus très honnête pour la profession qui, elle, a d'autres manières de faire. Donc, c'est pour ça que des fois, ils baissent peut-être un petit peu le coût, mais ils vont pas le baisser au point de ce que eux, ça leur prend en main-d'œuvre, parce qu'il y a d'autres équilibres à prendre en compte et qu'il faut respecter un minimum. Ok. Ok. Voilà. Bon. Bien. Intéressant. Très intéressant. C'était très riche. Moi, j'aurais une dernière question plus ciblée au Saturbois. Est-ce que vous avez des fournisseurs qui font des maîtrais ou qui livrent des caissons ou qui font des choses comme ça? Est-ce que c'est des trucs Pour avoir des murs finis, livrés. ouais, voilà, soit des murs, soit voilà, des caissons qui sont livrés sur chantier, comme ça peut se faire parfois en ossature bois, sur une portion de rénovation ou sur voilà, pas forcément du neuf, parce que bon voilà, mais sur des portions, on veut refaire un mur de refend
et il y a besoin d'ossature, est-ce que la personne ne sait pas trop faire? Est-ce qu'il y a possibilité de trouver des gens qui font les caissons directement, des entreprises qui le font directement, ou est-ce que Ouais. on passe par un artisan plus ou... Alors nous, on a deux entreprises qu'on connaît qui livrent des murs tout faits. Le premier alors je suis sûr qu'ils le font, mais je sais pas exactement où ils en sont. Et on n'est pas un de leurs fournisseurs, mais c'est pas grave. C'est MG Eco qui est à Limogne, qui lui est un constructeur de maisons ossature bois. Alors avec la conjoncture, il fait moins de construction mais plus de rénovation. Mais voilà, c'est un constructeur de maison, donc il a l'atelier et puis il monte les murs en atelier. Ils arrivent sur chantier avec le camion grue, il pose le mur, il assemble et puis donc il y a eux. Et après l'autre acteur qui est à Rio Pérou, qui s'appelle Easy Pie. Alors le fondateur est un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'il est un peu businessman pour le dire simple, mais il fait des murs tout faits, des caissons tout faits ossature bois paille. Ouais, on les connaît. On les connaît puisqu'ils ont fait, je crois, un regroupement d'artisans pour le projet EasyPie. Ils construisent Oui. là-bas On travaille avec Alia. et d'ailleurs Fabien de Ouais. Calia doit faire de la pose pour eux sur Oui. chantier. Ouais. Ouais, alors nous on est dans le groupement. Bon, comme c'est une entreprise à démarrage qui fait des petits procédés industriels, c'est pas toujours évident de savoir exactement à quel prix. Enfin voilà, c'est pas toujours très très clair, mais bon, en même temps, c'est une entreprise qui démarre avec quand même la mise en place d'un outil industriel, même de petite taille, c'est très 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 compliqué. Donc on est dedans. Et après, oui, bah Laurent Garrigue qui monte EasyPie. Oui, moi c'est le mot que j'utiliserais, c'est un peu un businessman, quoi. C'est en termes d'approche et de relationnel, il vend son produit, il cherche à faire tourner son activité et à ma connaissance, les chantiers avaient Fabien. En tout cas sur le démarrage, c'était un peu compliqué. Voilà. Il y a aussi Charles Ouais, c'est ça. Charpente Charles qui a bossé un peu Charpentier. avec eux. Alors eux, pareil, je pense ils peuvent livrer un caisson ossature bois tout monté. Ils ont un peu essayé de bosser avec Easy Pie, mais au tout début, il y avait quelques défauts de procédé de fabrication. La paille était trop compressée dans l'ossature, donc elle se galbait un petit peu. Et donc après, pour faire l'assemblage, ben, c'est un peu plus compliqué. Il faut faire de l'ajustement, donc ça perd un peu son intérêt de kit. Mais voilà, je pense qu'Easy Pie, c'est un acteur qu'on peut aller chercher si on veut ce type de produit. Et voilà. Et après, la raison pour laquelle nous, d'ailleurs, on n'arrive pas trop à signer des contrats où on met en œuvre de l'EasyPie, bah, c'est parce qu'en fait, nous, on a Eric Henrich, qui est basé à Figeac, à côté de Figeac, qui est une des personnes qui a créé la ProPaille, enfin, qui est à l'origine de toute la démarche et des règles pro autour de la paille. Donc, il y a tout un réseau de pailleux ici. Et typiquement, on dit, enfin, les particuliers, on leur dit, bah, écoutez, il y a des artisans qui vous accompagnent, on monte l'ossature bois, on met la paille à l'intérieur, et puis, au final, les gens qui viennent nous voir, qui sont intéressés par une construction paille, ils veulent, enfin, ils sont intéressés par acheter des bottes de paille toutes faites, prêtes à poser, mais pas forcément le mur complet. Ouais. Ouais, Voilà. c'est particulier. Ouais. J'étais dans le réseau Francis de la construction paille pendant quelques années, donc je connais les pailleux. Et je connais les petites divergences d'approche, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça. Bon après, Eric Henrich et puis quelques autres, ils sont carrément à faire de la paille porteuse là, donc eux, je pense qu'à partir du moment où il y a une norme qui se met en place, ça les intéresse plus. Il faut qu'ils continuent d'aller plus loin. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Voilà. Super, ok. Euh, Je sais pas, il y a des questions encore? Non, c'est moi, c'est toi, moi. Bon, on avait commencé un petit peu légèrement en retard, on va finir un petit peu en retard, voilà, donc c'est très bien. En tout cas, merci, merci pour tout cet exposé, d'avoir pris ce temps de, voilà, j'ai enregistré, je ne sais pas s'il sera possible de revoir tout ça en différé, je sais pas, on verra, j'étudierai ça. oui. Ah oui, c'est vrai que j'avais pas vu. J'aurais peut-être pas dû dire certaines choses qui pourraient être comprises de manière un peu détournée. J'essaierai de faire des quand tu dis des trucs un peu, mais bon, voilà. Non, mais après, il y a rien eu de dissonant pour moi. Ça peut très bien s'entendre les points de vue. Voilà. C'est Ouais. pour ça que
Si vous voulez, là, je peux porter l'ordi, vous faire, pendant qu'on fait la clôture, faire le tour du magasin un petit peu. Bon, la qualité de l'image sera pas top, mais donc ça, Ouais, c'est la pièce d'accord. non, c'est notre bureau et c'est la pièce que je disais qui, à terme, on aurait envie que ce soit une pièce collective. D'accord. Ensuite, bon, là, il y a un autre bureau qui, pour le moment, est un peu en bordel. Hop. Ouais, 2 secondes, j'allume. Hop. Voilà. Donc là, quand on rentre, il y a la partie showroom. Hop. Là, il y a nos parquets. Là, il y a les produits divers et variés. J'avance un peu vite, mais là, on a les produits autour de la chaude chez Pozzo Novo. Notre comptoir qui est un peu en bordel parce que c'était le rush toute la journée. Ici. Tuc. Mhm. Voilà. Puis là, on a un peu d'outillage, de la visserie, les produits Rubio. Et Donc, voilà. Et le hangar, bon, c'est pas très grand pour un magasin de matériaux, mais ça ressemble à ça. Ok. Ouais, Voilà. C'est pas mal déjà. c'est déjà bien. Oui, 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 bah, on a un peu de quoi bosser. Voilà. Puis là, il y a l'extérieur. Et au fond, là-bas, où on voit un petit peu la partie là, on a une ressourcerie sur place aussi. Une association qui s'est montée, qui s'appelle Intercept et qui récupère les produits avant que ça tombe à la benne parce que juste là, c'est la déchetterie de l'Hivernon. Ah, ok, très bien. Ah ouais, ouais, Voilà. ouais, on avait cette idée de faire de la recyclerie de matériaux, c'est super ça. Ouais. Alors eux, ils reprennent un peu tout, mais c'est vrai qu'à terme, Mhm. on aimerait on se voit un petit peu comme une terre fertile. En gros, on a le terrain. Enfin, on l'a pas acheté, mais un jour, Inch'Allah. Euh, Ouais. mais, mais là, on le loue, nous, en tant que magasin. Et dans l'idée, c'est une de nos lignes rouges. Ça sera toujours le magasin qui aura le dernier mot sur le lieu. Nous, c'est un truc, c'est juste pour protéger notre activité, quoi. Des fois, les démarches collectives, ça peut évoluer et se séparer, pas forcément avec mal, mais et donc le terrain, ça sera toujours que le magasin. Comme ça, si jamais il y a des choses, des déboires ou des choses un peu compliquées, nous, ça met pas en danger notre activité. Voilà. Puis après, donc ça, c'est l'autre côté du hangar. Notre Mhm. petit fourgon La Poste pour les petites livraisons. Un colissimo? Oui, oui, on a l'étiquette, on a les étiquettes, on les met sur les palettes d'isolant. Super. Voilà. Et après, bon, bah, le reste, euh, Titi, notre chariot élévateur, voilà, il est jaune. Ben, la Et poste oblige. ouais, voilà. Et ça, c'est la pièce où j'étais tout à l'heure, où on était tout à l'heure, et l'autre bureau. Ok, cool. Très Voilà, bien, un peu, très bien, pour très faire bien. bien. un rapide tour. Merci. Bon, mais je crois que voilà, il y a tout, ça touche à sa fin. On va s'arrêter là. En tout cas, merci pour les participants d'être venus. Merci à Chloé, merci Boris Bah, de avec plaisir. l'accueil et de Ouais. l'explication et de toutes ces informations. Je crois que voilà, on est conquis. Voilà, Ouais, Merci. super. Non, merci. voilà. Nous, merci à Enercoa de nous permettre d'être dans cette position-là. C'est quand même vachement bien. Enfin, pour une boîte qui démarre, c'est assez essentiel. Et comme disait Chloé au début, nous, on a monté ce projet pour partager les choses avec plein de gens. Et le magasin, c'est un prétexte, en fait, pour que les banques... Enfin, bon, c'est des sujets qui nous intéressent. Mais c'est la manière la plus facile aussi de présenter un business plan, enfin un plan d'affaires à une banque et d'avoir du financement et de se payer relativement rapidement. Et mais le vrai projet sur le temps long, nous ici, c'est pour ça qu'il y a la ressourcerie et qu'on aimerait qu'il y ait d'autres choses qui s'installent, c'est de faire un tiers-lieu autour de l'éco-construction, du savoir vernaculaire, de la formation, enfin un lieu qui vive plus que juste bonjour, je veux tel matériau, merci, au revoir. Ça, Hmm. c'est pas trop notre. Ah oui. On sent bien votre envie de partager. Bon, moi, je suis un gros geek, donc si on me parle de technique, ça me plaît. Voilà, c'est simple. D'accord. Super. Bon, ben, merci, merci à tous. Au Je vous dis à revoir. Merci. bientôt. Merci. Merci, Hector. Au Avec revoir. plaisir. Bonne Avec soirée. plaisir. Merci. Merci à vous tous. Au revoir. Au revoir. Allez, bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Alors,